On va débuter cette deuxième session de communication des anciens DES de pédiatrie qui sont devenus grands. Et je pense qu'Emmanuel Grimprel a dû se perdre, mais c'est pas grave, on va le retrouver. Et donc, on commence par Marion Seguin, parcours de soins et devenir à court terme des nouveau-nés ayant fait l'objet d'un signalement ou d'une information préoccupante en maternité. Un quart d'heure, Marion ? Oui. OK. Donc bonjour à tous, moi je vais vous présenter notre étude qui porte sur le parcours de soins et devenir à court terme des nouveau-nés ayant fait l'objet d'un signalement ou d'une information préoccupante en maternité. Donc je n'ai aucun lien à déclarer. Alors tout d'abord, pour commencer, quelques définitions. Alors la notion d'enfant victime de mauvais traitements a été remplacée dans la loi du 5 mars 2007 par la notion d'enfant en danger ou en risque de l'être. C'est-à-dire qu'elle regroupe à la fois la notion d'enfant maltraité, qui est un enfant victime de violences physiques, d'abus sexuels, de violences psychologiques, de négligences lourdes, ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique, et l'enfant à risque, qui est celui qui connaît des conditions d'existence qui risquent de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n'est pas pour autant maltraité. L'information préoccupante, qu'est-ce que c'est ? C'est tout élément d'information, y compris médicale, susceptible de laisser craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger, qu'il puisse avoir besoin d'aide et qui doit faire l'objet d'une transmission à la cellule départementale pour évaluation et suite à donner. Le signalement, par contre, c'est un acte professionnel écrit qui présente après évaluation la situation d'un enfant en danger mais qui nécessite une protection judiciaire. Alors, pour refaire un point, donc l'hôpital, lorsqu'il est face à une situation d'un enfant en danger, il doit transmettre ces informations à la cellule de recueil des informations préoccupantes ou la CRIP, qui est créée dans chaque département depuis la loi du 5 mars 2007, en rédigeant une information préoccupante. À la réception de cette information préoccupante, 3 décisions sont possibles. Un classement avec mise à disposition des services départementaux, une évaluation qui va être suivie par une proposition d'intervention administrative, qui peut être un suivi médico-social de la famille et des enfants, une aide matérielle, une aide éducative, une aide financière, ou alors un signalement, et dans ce cas-là, la CRIP saisit le procureur de la République. Lorsque l'enfant nécessite directement une protection judiciaire, l'hôpital peut directement rédiger un signalement et l'adresser directement au procureur, ce qui va engendrer des suites judiciaires, avec d'un côté l'enquête par les services de police et de gendarmerie, et de l'autre côté la saisine du juge des enfants, qui prendra différentes décisions pouvant aller jusqu'au placement. Le nombre de cas de maltraitance est certainement sous-estimé. En France, on n'a pas de données exhaustives et nationales qui permettent une surveillance épidémiologique. Cependant, l'Organisme national de protection de l'enfance rassemble et publie les chiffres chaque année. Et dans le dernier rapport sur les chiffres qui portent de 2018, on sait qu'il y a 306 800 mineurs en France, ce qui fait 2%, qui bénéficient au moins d'une prestation ou mesure relevant du dispositif de l'enfance. Il y a eu 122 mineurs victimes d'infanticide, 80 dans le cadre intrafamilial et 2 tiers étaient âgés de moins de 5 ans au moment du décès. On sait que plus de 80% des mauvais traitements sont infligés au sein de la famille, que la maltraitance est caractérisée par son début précoce et sa chronicité, d'où l'importance d'un repérage des situations à risque le plus tôt possible. Donc la question qu'on s'est posée, c'est quels facteurs de risque doivent alerter les professionnels de santé et des actions de protection peuvent-elles être enclenchées dès la maternité ? À ce jour, il n'y a aucune étude dans la littérature qui porte sur ce sujet-là. Donc notre étude, c'est une étude observationnelle et rétrospective qui a inclus tous les enfants nés en 2016 ou 2017 à la maternité de l'hôpital Trousseau et la maternité de la Pitié-Salpêtrière à Paris et qui ont fait l'objet d'une information préoccupante ou d'un signalement avant leur retour à domicile. L'objectif, c'était d'analyser les IP et signalements, de connaître les suites qui avaient été données à ces écrits et de décrire les caractéristiques médicales, sociales et familiales de ces nouveau-nés. Alors, au total, nous avions 78 informations préoccupantes, ce qui faisait un taux d'information préoccupant de 1,4% pour la Pitié-Salpêtrière et 0,2% pour l'hôpital Trousseau. Les IP avaient été envoyés dans 7 départements d'Île-de-France, plus de la moitié à la CRIP de Paris. Nous avions 3 signataires en moyenne, ça allait de 1 à 6, de 2,4 spécialités différentes. C'est-à-dire que ça pouvait être des psychologues, des pédopsychiatres, des gynécos, des sages-femmes, des cadres de santé. Mais il y avait au moins un pédiatre signataire dans 89% des informations préoccupantes.
En ce qui concerne les motifs qui ont conduit à la rédaction de cette information préoccupante, on retrouve la notion d'antécédent psychologique ou psychiatrique chez les parents dans 40% des cas, une notion de précarité dans 38% des cas, un antécédent d'information préoccupante dans la fratrie pour 37% des cas, des violences conjugales dans 35%, un isolement dans 10%, et enfin, 3 informations préoccupantes ont été rédigées à la demande des parents. En ce qui concerne la grossesse et le nouveau-né, c'était le premier enfant dans 40% des cas. La grossesse était non désirée dans 45% des cas et non ou peu suivie dans la moitié des cas. Pour les nouveau-nés, les caractéristiques, il y avait la moitié de garçons, la moitié de filles. L'âge médian au moment de l'information préoccupante était de 7 jours, le terme médian de naissance de 39 semaines et il y avait 19% de retard de croissance intra-utérin. 63% des nouveau-nés ont été hospitalisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rejoint leur mère en suite de couche. Et dans 60% des cas, c'était pour une raison autre que médicale. Si l'on regarde maintenant les caractéristiques des parents, l'âge médian de la mère, c'était 28 ans, ça allait de 14 à 44 ans, nous avions 3 mères mineures. 20% étaient porteuses d'une pathologie psychiatrique, 26% avaient un antécédent d'IVG. Et enfin, au niveau du contexte social, 72% étaient sans emploi ou au chômage, 38% célibataires et seulement 42% avaient un logement personnel. En ce qui concerne la consommation de toxiques, 5% consommaient de l'alcool pendant la grossesse. Au niveau du tabac, 30% continuaient à fumer pendant la grossesse. Et pour le cannabis, il y en avait 12% avant la grossesse qui avaient une consommation régulière et 9% qui ont continué pendant la grossesse. Au niveau des pères, dans 15% des cas, nous n'avions aucune information sur le père, soit parce que la mère ne voulait pas dire qui c'était ou ne savait pas qui c'était, ou alors le dossier était quasiment pas rempli. Dans 20% des cas, l'enfant était non reconnu par le père et dans 6% des cas, il n'était même pas informé de la grossesse. Lorsqu'on avait des informations, on en avait quand même très peu. Ce qui pouvait ressortir, c'était l'âge médian qui était de 33 ans. On en avait au moins 24% qui étaient sans emploi ou au chômage et 8% qui avaient une pathologie psychiatrique. Maintenant, si on regarde les suites données par les CRIP après réception des écrits, donc dans 5% des cas, les suites n'ont pas été retrouvées malheureusement. Dans 14% des cas, il y a eu un classement. Dans la moitié, une demande d'évaluation. Et dans 31% des cas, ça a été directement transmis au procureur. Après évaluation, parfois ça a été redirigé vers un autre département. Dans 13% des cas, un classement sans suite. Dans 23%, une transmission au parquet. Et un suivi médico-social de secteur, c'est-à-dire avec la PMI, etc., dans 36% des cas. Et pour les autres cas, c'était d'autres propositions administratives comme TISF, c'est travailleuse d'insertion sociale et familiale, une aide éducative. En ce qui concerne les suites judiciaires, malheureusement, dans 24% des cas, nous ne les avons pas retrouvées. Dans 48% des cas, il y a eu une décision de placement de l'enfant. Et le reste, c'était d'autres mesures comme aide éducative en milieu ouvert, 14%, ou mesures judiciaires d'investigation éducative dans 7% des cas. Donc au total, sur nos 78 IP, il y a eu 14 placements, ce qui fait 18% des informations préoccupantes. Le point fort de notre étude, c'est que c'est la première qui porte sur la prise en charge des situations à risque de maltraitance qui s'intéresse à une population de nouveau-nés. Le point faible, c'est que c'est observationnel et rétrospectif, donc on ne peut pas généraliser les conclusions et il y a beaucoup de données qui sont incomplètes ou manquantes. Si l'on regarde les caractéristiques médico-sociales des nouveau-nés et de leurs familles et qu'on veut comparer un peu au reste de la population, en prenant l'enquête de périnatalité de 2016, on voit qu'on a des mères un petit peu plus jeunes, mais surtout des mères plus seules, moins mariées, moins en couple, plus célibataires, et dans des situations plus précaires. Moins de logement personnel, moins d'emploi, avec plus d'addiction également. Et on a également un taux de prématurité un peu plus élevé et un taux de retard de croissance également un peu plus élevé, et plus de grossesse non désirée. Est-ce que pour autant, tous ces facteurs de risque sont des facteurs de risque de maltraitance? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Si on regarde la littérature, il y a 2 types de facteurs de risque de maltraitance. Il y a ceux qui sont liés aux caractéristiques de l'enfant. On sait que la prématurité et le petit poids de naissance sont des facteurs de risque. Et il y a ceux qui sont liés aux caractéristiques familiales, l'exposition à la drogue, les antécédents psychiatriques, les antécédents de maltraitance dans la propre enfance des parents et le faible niveau socio-économique. Cependant, il faut être très prudent et il y a une étude qui a été publiée dans le JAMA qui a montré que les professionnels médico-sociaux auraient moins tendance à rechercher la maltraitance dans les milieux favorisés, alors que la maltraitance touche toutes les classes sociales. Pour 4 dossiers, nous n'avons pas retrouvé les suites malheureusement, mais pour 76% des informations préoccupantes qu'on a retrouvées, il y a eu une évaluation socio-éducative ou une transmission au parquet. Ce qui signifie que dans 3 quarts des situations, la rédaction de l'information préoccupante aura entraîné une prise en charge du nouveau-né par les services sociaux. 33 IP ont été transmises au procureur, 24 d'emblée et 9 après évaluation, et ça aboutit à 14 placements.
Alors, on peut penser à tort que la finalité de la rédaction d'une information préoccupante, c'est le placement, mais pas du tout. Ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant avant tout. Et avant le placement, il y a d'autres aides qui peuvent être mises en place par la CRIP pour maintenir l'enfant auprès de ses parents dans des bonnes conditions. Donc, en conclusion, c'est une étude qui apporte un aperçu des pratiques en termes de repérage de l'enfant à risque de maltraitance. Le rôle essentiel du professionnel de santé, c'est de repérer les situations à risque de danger. Et ensuite, il faut une collaboration multidisciplinaire indispensable déjà entre le personnel médical, paramédical et le service social, puis ensuite avec la CRIP et le parquet des mineurs et le service d'enquête pour pouvoir prendre en charge le mieux possible l'enfant. Merci pour votre attention. Merci Marion. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Vous avez travaillé avec 2 maternités. Il y a une différence importante. Oui. Pourquoi? Alors déjà, la question qu'on peut se poser, c'est déjà, est-ce qu'en termes de population qui consulte dans les 2 maternités, c'est pas la même population? C'est vrai qu'à la Pitié-Salpêtrière, il y a un service d'addictologie, il y a plus de pathologies psychiatriques. Mais en regardant, c'est pas tant ça la différence. Je pense que c'est surtout la sensibilisation du personnel. À la Pitié-Salpêtrière, le professeur Folia s'est très engagé et a beaucoup motivé son personnel à en rédiger. Et je pense que maintenant, si on reprenait l'étude à partir de 2018, si on refaisait plutôt dans les dernières années, on arrivera à peu près à des taux similaires. En attendant d'autres questions, c'est une très belle étude et c'est vrai que c'est une des premières. On n'avait pas du tout ces informations-là. En regardant, je me suis interrogé sur... avez-vous essayé de faire un petit peu le lien entre la décision prise d'orienter vers, par exemple, la CRIP ou l'IP, le procureur, et le motif, avec un ou plusieurs motifs? Par exemple, est-ce que c'est des parents plutôt violents pour lesquels on va faire un signalement vers une IP? C'est quoi un petit peu qu'est-ce qui a guidé le choix de l'orientation? Parce que c'est pas anodin d'orienter directement vers... Alors déjà, il faut bien noter que tout a été envoyé que à la CRIP. Je n'avais que des informations préoccupantes et pas de signalement dans cette population de maternité, sachant que la maternité, c'est un peu compliqué parce que l'enfant n'est même pas rentré chez lui encore. Donc en fait, là, c'était des informations préoccupantes et c'est la CRIP qui a dit « Oh là, la situation me paraît vraiment trop précaire » et du coup, je transmets directement au procureur. Alors souvent, ce qu'on retrouvait pour ceux qui ont été directement envoyés au procureur, c'était des enfants qui avaient déjà une fratrie qui était placée ou qui avaient déjà des antécédents assez lourds et qui étaient déjà connus en fait des services. Mais si on prenait, parce que là c'est à part de la maternité, si on prenait par exemple aux urgences, évidemment, le circuit ne serait pas le même. Les services d'urgence adressent parfois directement des signalements au procureur. C'est là que, vu que la situation, l'enfant est né, il n'y a pas encore eu des cas de maltraitance, c'est plutôt la CRIP directement. Juste un petit commentaire. On a dit que Trousseau allait effectivement évoluer sur le même mode que la Pitié-Salpêtrière, puisque la chef de service est devenue la même, c'est le professeur Laurence Foile-Elias. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Eh oui, est-ce que vous avez... certains de ces enfants ont-ils été... suivi, ou est-ce que vous avez des nouvelles Alors non, c'était un projet qu'on avait, c'était de reprendre par exemple sur notre logiciel des urgences, voir s'ils étaient passés aux urgences, s'il y avait eu d'autres choses, notamment ceux qui n'ont pas été placés, qui sont restés dans leur famille, mais ça n'a pas encore été mis en place. Mais c'était une question qu'on s'était posée à plus long terme, de voir ce qu'ils étaient devenus. Comment on peut faire évoluer le mieux-être de ces enfants? Je ne suis pas absolument sûr que la justice est toujours, c'est à titre personnel, une réponse complètement adaptée. Peut-être que les gens ne sont pas suffisamment formés. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de collaboration entre le monde médical, le monde soignant, le monde socio-éducatif et le monde juridique. Enfin, vous vous impliquez pour la suite ? Alors, en fait, déjà, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'après une information préoccupante, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place par la CRIP. Déjà, renforcer le suivi PMI, les travailleuses d'insertion sociale et familiale, l'aide éducative, l'aide financière, parce que parfois, c'est juste des familles qui sont en difficulté.
Après, là, ce qui est hyper important, c'est déjà de bien les repérer pour pouvoir les aider le plus tôt possible avant qu'il soit trop tard. Alors, ce qui est bien à Trousseau, du coup, j'en profite pour faire un peu de la pub, c'est qu'il y a une cellule maltraitance qui est créée où on se réunit à peu près tous les 3 mois avec le procureur qui vient, le directeur de la CRIP, et où on peut parler un peu des situations où on n'était pas très à l'aise, de comment faire pour aider. Et au moins, on peut un peu collaborer tous ensemble et discuter. Et le but, c'est de sensibiliser et de former pour faire au mieux pour les prochaines situations. Bravo. Merci. Nous appelons pour la deuxième communication Madame Kelly Mellul pour un travail qui porte le titre de bilan du diagnostic prénatal et du transfert in utero des nouveau-nés avec transposition des gros vaisseaux. Je vous laisse la parole. Ça me paraît un peu. Je peux retirer mon masque. Du coup, comment j'ai accès Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter. Je suis Kelly Mellul, je suis pédiatre en réanimation néonatale à l'hôpital Necker enfants malades. Et donc, je vais vous présenter ce qu'était mon mémoire de DES sur les transpositions des gros vaisseaux de diagnostic anténatal. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, la transposition des gros vaisseaux, donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est une discordance ventriculo-artérielle avec une concordance atrio-ventriculaire. Et donc, le ventricule droit va donner naissance à l'aorte et le ventricule gauche donne naissance à l'artère pulmonaire. Ce qui va avoir comme conséquence, si vous regardez l'image et qu'on fait la physiologie, une mise en place de 2 circulations parallèles qui, en fait, ne vont communiquer entre elles que par les shunts présents en anténatal, c'est-à-dire le foramen ovale entre les 2 oreillettes et le canal artériel entre l'aorte et l'artère pulmonaire. C'est une malformation qui a une prévalence de 0,2 pour 1000 naissances. Dans 50% des cas, elle est simple. Et dans 45% des cas, elle est associée à une autre malformation cardiaque, que ce soit une communication interventriculaire, ce qui est le plus fréquent, ou une coarctation de l'aorte. Dans le registre des malformations congénitales de Paris, on retrouve que en fait, c'est une cardiopathie qui est dans l'extrême majorité des cas isolée, 90% des cas. Et dans de rares cas, elle peut être associée à une autre malformation ou à une anomalie chromosomique. C'est vraiment très rare. C'est une malformation qui est quasi tout le temps dépistée en anténatal, 90% des cas en France et aujourd'hui, et pour laquelle l'IMG est exceptionnelle puisqu'elle a plutôt un excellent pronostic. Donc ces enfants, une fois qu'ils sont nés, ils peuvent avoir besoin de plusieurs interventions. La première qui peut être nécessaire en urgence, c'est une manœuvre de Rashkind. Donc ce que vous pouvez voir sur l'image, ça consiste en l'introduction d'une sonde à ballonnet jusqu'à dans l'oreillette gauche. On gonfle le ballonnet dans l'oreillette gauche et puis on retire le ballonnet gonflé jusque dans l'oreillette droite afin de rompre la valvule de Vieux-Sens et donc d'augmenter le shunt par le foramen ovale. Elle est nécessaire dans 75% des cas pour les transpositions simples des gros vaisseaux quand on regarde dans la littérature européenne. Et donc elle est indiquée quand il y a un mixing qui est insuffisant entre les 2 circulations. Donc ça peut se manifester par une cyanose profonde, par une instabilité hémodynamique, une acidose métabolique ou quand on voit l'échographie, un foramen ovale qui est restrictif. Elle est réalisée généralement en salle de cathétérisme. Et puis, dans l'urgence, elle peut être réalisée en salle de naissance sous guidage échographique ou s'il n'y a pas de plateau de cathétérisme. Le deuxième traitement qui peut être nécessaire, c'est le traitement par prostine. Donc, la prostine, ça a comme effet de garder et de maintenir le canal artériel ouvert. Et donc, elle peut être nécessaire pour essayer d'augmenter le shunt par le deuxième shunt naturel. Mais elle doit être faite en seconde position, c'est-à-dire après avoir évalué la nécessité d'un Rashkind, sinon on peut avoir un effet négatif d'œdème aigu pulmonaire. Non. J'ai compris.
Donc, secondairement, après les premiers jours de vie, c'est des enfants qui vont avoir besoin d'être opérés. Ils sont opérés. Donc, la chirurgie, c'est un switch artériel avec réimplantation des coronaires. Donc, on sectionne l'artère pulmonaire et l'aorte, et donc on inverse les deux en réimplantant les coronaires au bon endroit. Les récentes études suggèrent qu'il faut le faire assez tôt, entre J3 et J6. Ça a démontré un meilleur pronostic neurodéveloppemental notamment. Et puis, ce qui est très important à regarder, c'est le type coronaire, puisque dans 30% des cas, il y a une anomalie coronaire associée, et c'est ce qui est lié à la morbidité et à la mortalité. Donc, quand il y a une coronaire unique ou un trajet intramural, c'est un facteur de risque de décès. En post-opératoire, ce qu'il va falloir surveiller aussi, et ce qui peut survenir, c'est l'insuffisance coronaire. C'est rare, mais c'est ce qui est associé au décès. Et donc, il faut l'évoquer en post-opératoire devant une dysfonction cardiaque, un trouble du rythme. Donc, le diagnostic prénatal, il permet d'avoir une organisation multidisciplinaire de la naissance dans un centre expert avec le cardiologue sur place, le néonatologiste sur place et le plateau de cathétérisme ouvert et prévenu. Et donc, on a cherché à montrer que ce diagnostic prénatal permettait une diminution de la mortalité. En ça, les études sont discordantes. Il y a des études qui retrouvent une diminution de la mortalité significative. Il y en a d'autres qui ne retrouvent pas de différence significative, mais c'est des études avec des petits effectifs et avec un taux de diagnostic anténatal qui est bas. Ce qu'on pense, c'est que probablement, il y a un effet du diagnostic prénatal sur la mortalité qui est peut-être limité. Mais d'autres études ont regardé l'effet sur la morbidité et retrouvent des différences en termes de défaillance hémodynamique, d'acidose lactique et d'amélioration du devenir neurocognitif. Cependant, malgré l'augmentation du taux de diagnostic anténatal, il n'y a pas d'études de grand effectif en fait, sur le parcours périnatal de ces enfants diagnostiqués en anténatal. Et la mortalité, en tout cas une notion de mortalité préopératoire, elle n'est jamais décrite. Toutes les études qui comparent diagnostic anténatal et diagnostic postnatal retrouvent aucun décès en préopératoire pour les enfants diagnostiqués en anténatal. Donc l'objectif était de décrire l'expérience du diagnostic prénatal et des transferts in utero sur une période de 19 ans et de mettre en évidence les limites potentielles de ce programme, et puis de décrire le devenir des nouveau-nés qui sont pris en charge dans notre centre avec une transposition des gros vaisseaux de diagnostic anténatal. Donc, on a réalisé une étude de cohorte rétrospective, descriptive et monocentrique à l'hôpital Necker sur une période de 19 ans, entre 1999 et fin 2017. On a inclus tous les nouveau-nés qui avaient un diagnostic anténatal de transposition simple des gros vaisseaux, transposition CIV ou transposition CIV-coarctation, et tous les nouveau-nés qui avaient un diagnostic anténatal erroné et un diagnostic corrigé en postnatal de transposition simple, transposition CIV ou transposition CIV-coarctation. Et puis on a regardé les discordances qu'il pouvait y avoir entre le diagnostic anténatal et le diagnostic postnatal, l'adaptation à la naissance et puis la prise en charge périopératoire et le devenir de ces enfants. Donc là, vous pouvez voir le flowchart. Au final, on avait donc 1079 transpositions des gros vaisseaux prises en charge à Necker sur la période, dont 746 de diagnostic anténatal. On a retrouvé dans cette cohorte 9 décès en préopératoire, 14 décès en post-opératoire et 7 décès à plus long terme. Et au final, notre cohorte était composée de 58% de transpositions simples des gros vaisseaux et 23% de transpositions avec communication interventriculaire. Quand on regarde les discordances diagnostiques auxquelles on s'est intéressé, on voit qu'en fait, on a quand même 15% de différence entre ce qui a été vu en anténatal et ce qui est finalement vu en postnatal. Donc même si le diagnostic anténatal est performant, on peut voir des différences. Et ces discordances diagnostiques, elles entraînaient des modifications chirurgicales dans 10% de la cohorte, voire un changement complètement de projet qui était négatif dans 2% des cas. Quand on regarde les données de naissance, on retrouvait un peu plus de 13% de petits poids pour l'âge gestationnel. Et sur l'adaptation à la naissance, on voyait quand même qu'il y avait de façon assez importante un état de péril néonatal qui était possible avec une naissance en état de mort apparente pour 2,4% de la cohorte et un besoin de réanimation à la naissance qui était au final assez élevé, 14% d'intubation à la naissance ou dans les premières heures et un peu plus de 6% de nécessité de ventilation non invasive et pour 10 enfants un besoin d'amine. En postnatal, donc on a parlé des interventions qui étaient possibles, et donc le Rashkind il est réalisé chez 64% de toute notre cohorte, et ce Rashkind il a besoin d'être réalisé immédiatement pour à peu près 12% de la cohorte, et en médiane, quand on prend toute la cohorte, il est réalisé à 1 heure.
Quand on regarde les complications préopératoires, ce qu'on a retrouvé, c'est des complications cardiologiques et notamment de l'hypertension artérielle pulmonaire, et puis des complications infectieuses, des infections néonatales bactériennes précoces et digestives qui peuvent être associées à la transposition des gros vaisseaux, que sont les entérocolites et entéropathies. On a retrouvé donc 9 décès en préopératoire, 5 transpositions simples des gros vaisseaux. Ces décès, ils étaient liés à la cardiopathie dans 7 cas sur 9, ou par des entérocolites qui sont présentes, qui sont favorisées par la cardiopathie, ou par des mauvaises adaptations à la naissance qui ont donné lieu à des séquelles neurologiques pour lesquelles le projet a été réorienté, ou par de l'hypertension artérielle pulmonaire sévère. Donc, ces enfants, après, ils ont été opérés. En médiane, ils ont été opérés à 6 jours de vie. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait des complications en post-opératoire pour 38% des transpositions simples des gros vaisseaux. Je détaille ces complications juste après. Et puis, en ce qui concerne les décès post-opératoires, sur la totalité de notre cohorte, on retrouvait 14 décès post-opératoires, donc 4 transpositions simples des gros vaisseaux. Donc les complications et décès post-opératoires, en grande partie, en fait, les complications, elles étaient cardiaques, que ce soit une dysfonction du ventricule gauche qui a récupéré, des troubles du rythme supraventriculaire ou de l'hypertension artérielle pulmonaire et également de l'insuffisance coronarienne. Et puis sinon, elles étaient surtout infectieuses et respiratoires. En ce qui concerne les décès post-opératoires, les causes de décès, là encore, étaient de façon connue, l'insuffisance coronarienne, des lésions neurologiques ou la défaillance multiviscérale. Et en médiane, le décès a eu lieu à 18 jours de vie. Donc le suivi à distance, il s'est fait jusqu'à un peu plus de 1 an pour même les derniers nés de la cohorte. Et on retrouvait 7 décès à distance, d'insuffisance coronarienne en majorité, d'HTAP pour un des enfants et puis un accident. Ils sont tous survenus dans la première année de vie. Et donc, ça a fait un taux de survie à 1 an sur notre cohorte qui est de 96%, ce qui est excellent. Donc, au final, pour reprendre les points importants de cette étude, il y avait une discordance diagnostique qu'on retrouvait de 15% dans notre étude. Il y a assez peu d'études qui se sont intéressées à regarder ça. On a retrouvé, donc il y a une étude qui a été faite à Necker, toute cardiopathie confondue, qui a retrouvé 29% de discordance, dont 5% presque avec un impact majeur négatif sur la prise en charge. Et dans le reste, on retrouvait une étude qui retrouvait 8% de différence ou un peu moins. Donc le diagnostic anténatal, un des messages forts, c'est qu'il n'élimine pas le risque d'une mortalité préopératoire ou d'un péril néonatal qui est de 1,2% dans notre série, malgré le protocole qui est mis en place. Donc la mortalité préopératoire, elle était nulle dans la littérature, mais c'était des études avec des plus petits effectifs. Et au final, elle représente quand même 1/3 de la mortalité de notre cohorte. Par ailleurs, on retrouvait une fréquence élevée de nécessité de réanimation néonatale. Quand on regarde aussi dans la littérature, j'ai retrouvé une étude qui trouvait aussi qu'il y avait une détresse respiratoire aiguë qui était plus fréquente dans le cas des transpositions des gros vaisseaux avec un odds ratio à 6,80. Concernant les données à la naissance, on retrouvait un petit poids pour la gestationnelle chez 13%, ce qui est un peu supérieur à ce qu'on peut voir dans les données, plutôt de 10% normalement. Et ça, j'ai pas retrouvé de données similaires dans la littérature. Les limites de notre étude, évidemment, c'est une cohorte qui est rétrospective, ce qui peut induire un biais de mesure. C'est fait à partir des comptes rendus d'hospitalisation et de consultation. C'est une étude qui est monocentrique. Et puis, malheureusement, on n'a pas vraiment de description du devenir, notamment neurologique, même s'il y a des études qui ont déjà montré que la transposition des gros vaisseaux était associée à plus de troubles des apprentissages et de difficultés neurodéveloppementales. Donc en conclusion, c'est une large cohorte rétrospective de 746 transpositions des gros vaisseaux de diagnostic anténatal sur une longue période de 19 ans. Donc les données, je les ai reprises là, le taux de discordance diagnostique, la mortalité totale de 4%, dont 1/3 en préopératoire, et un large recours à la réanimation néonatale dans ce contexte. Ce qui veut dire qu'il faut rester prudent quand même dans notre conseil prénatal, même si c'est une cardiopathie avec un excellent pronostic, il faut quand même inclure cet élément de péril néonatal potentiel et de mortalité préopératoire possible. Ce qui veut dire que le diagnostic anténatal seul n'est pas suffisant probablement et qu'il faut
une chaîne de prise en charge multidisciplinaire qui soit présente à chaque étape et au sein d'une équipe expérimentée. Je vous remercie de votre attention. Bravo, c'est une très belle série. J'ai peut-être pas bien suivi sur la discordance, les discordances. Est-ce que c'est une discordance entre le diagnostic fait à l'extérieur en anténatal et le diagnostic fait à Necker en anténatal, ou Non. une discordance entre l'anténatal et le postnatal? Entre l'anténatal et le postnatal. D'accord. Donc même dans des, Ouais. avec des Oui. yeux expérimentés, Oui, avec des yeux experts, oui. on peut se tromper. Ouais. D'accord. Ouais. Votre travail est remarquable, hein, ça plaide vraiment pour ce transfert in utero et pour que l'enfant soit sur place. C'est impressionnant de voir que vous faites des rashkings donc en salle de naissance. Oui, alors c'est sur une longue période. Donc en fait, C'est nouveau. Non. On le fait avant que ce soit possible. C'était fait en salle de naissance. Maintenant qu'il y a le plateau de cathétérisme et c'est à un étage et il y a un ascenseur dédié pour pouvoir le faire. Et les cathétériseurs sont beaucoup plus à l'aise de le faire avec une scopie possible. On a le temps en 30 minutes en fait d'amener le patient. Même s'il a 32 SAT, on va vite et on l'amène en salle de cathétérisme. Il y est en 5 minutes et ils peuvent le faire dans des meilleures conditions. Donc au final, maintenant, on ne le fait plus en salle de naissance. D'accord. Parce que je m'étonnais. Mais ça a été fait en salle de naissance pendant longtemps. Vous avez commencé comme ça. Et oui, ils ont commencé comme ça au début. Et en fait, par voie ombilicale, c'est fait majoritairement. Et avec un guidage échographique, on arrive à le faire. Mais ça a été démontré, en tout cas, qu'en fait, il y a moins de complications quand c'est fait en scopie et qu'ils peuvent le faire dans les meilleures conditions. Donc, on essaye. Et d'ailleurs, il faut aussi que ce soit des personnes expérimentées pour le faire parce que c'est pas dénué de complications. J'en ai pas spécifiquement parlé, mais on peut rompre l'oreillette, rompre les cordages. Enfin, il peut y avoir des complications gravissime. Donc, en tout cas, ça a été montré qu'il fallait que ce soit fait par des gens qui ont l'habitude et pas à 4 heures du matin si c'est possible. C'est pour ça que nous, on les déclenche en journée. Et vous passez par le cordon? Oui. En premier lieu, ils essaient de passer par le cordon. Si ça ne fonctionne pas, ils passent par voie fémorale. Très impressionnant. D'autres questions? Bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Et donc, on passe à la communication suivante par Martin Auger. Facteur pronostic de l'atteinte rénale à long terme du purpura rhumatoïde. Martin, c'est à vous. Pour avoir accès. Alors, je pense qu'il vaut mieux rouler. Ah oui, d'accord. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à cette présentation. Donc, je vais présenter mon mémoire d'EDS qui était fait en collaboration avec l'équipe de néphrologie Trousseau sur les facteurs pronostiques histologiques de l'atteinte rénale du purpura rhumatoïde. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc un petit peu de définition d'abord. Le purpura rhumatoïde, c'est une maladie, c'est la première vascularite de l'enfant. On a 10 à 30 cas pour 100 000 enfants. C'est une vascularite systémique des vaisseaux de petit calibre. Et les critères diagnostiques qui sont assez définis un temps selon l'American College of Rheumatology, ce que tout le monde à peu près utilise. Ce qui est obligatoire dans la définition de purpura rhumatoïde, c'est la présence d'un purpura avec une éruption pétéchiale ou purpurique au niveau des membres inférieurs, associée à au moins l'un des 4 critères suivants, des atteintes abdominales ou des arthralgies, et ce qui nous annonce surtout une atteinte rénale, donc soit une protéinurie. On utilise plus volontiers maintenant le rapport protéinurie sur créatinine supérieur à 30 mg par millimole sur échantillon, ou la présence d'une hématurie. Et ce qu'on peut aussi entrer dans les critères diagnostiques, c'est la présence d'une vascularite leucocytoplésique sur la biopsie cutanée ou une glomérulophrite proliférative avec dépôt d'IgA sur la biopsie rénale. On va revoir des images d'anapathe. La néphropathie du purpura rhumatoïde, c'est le principal facteur de morbidité du purpura rhumatoïde. C'est l'organe qui va être touché à long terme. Et ça concerne quand même 30% des enfants qui sont diagnostiqués pour un purpura rhumatoïde. Ce qui est compliqué avec cette pathologie-là, c'est que la présentation clinique initiale, elle est extrêmement variable. On a des enfants qui ont des tableaux cliniques peu sévères avec des hématuries microscopiques, des protéuries non néphrotiques, ou des enfants qui ont
des présentations sévères qui ont déjà de l'hypertension artérielle, un syndrome néphritique ou même une insuffisance rénale ou diagnostic. La plupart des enfants, ils ont quand même des symptômes mineurs, mais 20% ont des présentations initiales assez importantes. Et ce qu'on sait, c'est que l'évolution est très hétérogène. 5 à 20% des enfants qui ont un néphropathie purpura rhumatoïde, ils évoluent vers l'insuffisance rénale, 2% vers l'insuffisance rénale terminale et 1%, ça représente 1% des greffes rénales chez l'enfant. Un tout petit peu de physiopathologie, donc la purpura rhumatoïde, c'est une maladie à IgA. Vous avez votre IgA1 qui présente des chaînes de galactose ici, et pour des raisons qu'on ne sait pas encore très bien, vous avez une perte de ces formations glycolysées et une exposition de cette charnière ici, et donc ce qui forme un anticorps qu'on appelle GD-IgA1. Et ce GD-IgA1, il va être reconnu par le système immunitaire comme un antigène. Et c'est là que vous avez formation d'un complexe auto-immun avec plusieurs autres anticorps, d'autres médiateurs de l'inflammation. Et c'est ces gros complexes auto-immuns en fait, qui vont se fixer sur les cellules mésangiales. Ils sont trop volumineux pour être éliminés au niveau hépatique. Ils vont vers le seul voie d'élimination possible, le rein, et au niveau du rein, ils se fixent. Et ils vont provoquer des réactions immunologiques, d'une cascade inflammatoire au niveau rénal. Donc, comme on a dit, l'évolution des enfants avec des néphropathies purpura rhumatoïdes est très hétérogène. Donc, on a essayé de déterminer des pronostics cliniques. La protéinurie ou l'hypertension artérielle, ce ne sont pas des très 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 bons facteurs. Il y a des vieilles études qui ont montré déjà que 15% des enfants qui avaient des protéinuries de rang non néphronique, dont des petites protéinuries, évoluaient vers une insuffisance rénale chronique. D'autres études ont montré qu'il n'y avait pas de lien entre la présentation initiale de la néphropathie purpura rhumatoïde, ces enfants qui se présentent avec des protéinuries néphrotiques ou de l'hypertension artérielle, et l'évolution de l'insuffisance rénale chronique. Donc la clinique seule ne permet pas de prévoir l'évolution de ces enfants. Donc, on va s'aider de la NAPAT. La NAPAT elle aussi permet d'une chose, c'est que quand vous avez bien sûr un enfant qui présente un tableau rénal, même si c'est bien purpura rhumatoïde, il va pouvoir de confirmer le diagnostic et d'être sûr que vous ne passez pas à côté d'autre chose, et vous allez avoir un dépôt d'IgA en immunofluorescence. En anatomopathologie, on peut voir de multiples lésions dans le purpura rhumatoïde. Et on va voir un petit peu toutes les échelles de lésions possibles. On a une prolifération mésangiale, vous avez du coup la prolifération de cellules de l'inflammation, des polynucléaires, ce genre de choses au niveau du mésangium. Après, vous avez une prolifération endocapillaire où vous voyez bien que vos capillaires sont remplis de plein de cellules différentes. Alors, normalement, qu'elles sont vides et on ne voit simplement que des cellules sans noyau, c'est-à-dire les hématies. Et après, la lésion qu'on voit après, c'est la prolifération extracapillaire où vous avez du coup un envahissement, une prolifération cellulaire dans votre chambre urinaire. Là, c'est totalement vide. Là, maintenant, l'espace a été franchi. L'espace est rempli de cellules inflammatoires. Du coup, pour pouvoir stager ça, on s'aidait de classification. Et la classification qu'on utilisait avant, elle était plutôt ancienne. Elle avait été définie en 1997 et reposait sur la présence de la prolifération extracapillaire. Donc, c'est croissant, ces proliférations dans la chambre urinaire. Et en fait, elle reposait simplement sur le pourcentage de prolifération d'extracapillaire dans les globérules. Dans moins de 50% des glomérules visibles, 50 à 75%, plus 75%. Mais au fur et à mesure des études, on s'est rendu compte que cette classification, elle n'était pas forcément non plus très bien liée au pronostic. Des études ont montré qu'il n'y avait pas de lien entre cette classification histologique et l'évolution des enfants vers l'insuffisance rénale chronique. D'autres études ont montré qu'il n'y avait pas de lien entre la présence de croissant et l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique. Et d'autres études ont montré que sur des cohortes plus petites, qu'il y avait un plus mauvais pronostic associé à une classification de haut grade. Donc c'est compliqué, on ne sait pas très bien quoi faire de cette classification, elle ne semble pas forcément tout le temps corrélée à l'évolution des enfants. Du coup, il a été de regarder dans d'autres pathologies. Comme on l'a vu, en fait, la néphropathie purpura rhumatoïde, c'est une maladie à IgA. Et il existe une autre maladie IgA qui est très bien connue en néphrologie, c'est la maladie de Berger. La maladie de Berger, c'est aussi une autre néphropathie à IgA qui présente les mêmes caractéristiques histologiques, mais pas du tout la même présentation clinique. Et la classification qui est utilisée chez l'adulte, qui est utilisée depuis 2006, elle a tendance à, du coup, stager plusieurs lésions différentes. Alors, vous avez bien sûr la présence de croissant qui est notée, mais vous avez aussi d'autres, l'hypercellullarité mésangiale qu'on a vu un temps, l'aglomérulus sclérolaire, l'hypercellularité endocapillaire qu'on a vu aussi sur les photos, et quelque chose qui va nous intéresser, l'atrophie tubulaire, la fibrose interstitielle, qui sont des signes de maladie chronique. Là, c'est là où on parle de rein qui a déjà extrêmement abîmé, qui n'est plus fonctionnel. Et ça, c'est quelque chose qui était plutôt absent dans l'application ISKCD qu'on utilisait en pédiatrie. Et donc, du coup, il y avait déjà des études qui ont essayé de savoir si cette classification MSTC, elle était possiblement utilisable dans la néphropathie du purpura rhumatoïde.
Il y a des études qui ont montré qu'il y avait des corrélations entre le stade 3 d'insuffisance rénale terminale et la présence de ce qu'on appelle du coup les lésions chroniques, la fibrose interstitielle et l'atrophie tubulaire. Ça a été cherché, c'est l'adulte, qui montrait de nouveau une absence de rémission à la présence de ces lésions chroniques. Notre objectif a été de savoir du coup si cette législation était utilisable. Donc on a essayé d'étudier les facteurs de risque de mauvaise évolution de l'atteinte rénale du purpura rhumatoïde, clinique, biologique et histologique, en intégrant ces nouveaux critères histologiques. Donc c'était une étude de cohorte très prospective observationnelle multicentrique. On a pris les patients atteints de néphropathie purpura rhumatoïde entre 2000 et 2005 dans les services de néphrologie pédiatrique de Trousseau, de Necker et de Robert Debré. Nos critères d'inclusion, c'était les patients qui étaient âgés de 1 à 18 ans, qui avaient eu un purpura rhumatoïde selon les critères qu'on a vus au-dessus, qui ont eu une néphropathie purpura rhumatoïde ayant nécessité une ponction biopsie rénale ayant montré un dépôt d'IgA. Il fallait que les enfants soient au moins suivis 6 mois après la PBR. On a récupéré les données des patients, leurs données cliniques, notamment les différentes atteintes du purpura rhumatoïde, la date de diagnostic de la néphropathie du purpura rhumatoïde, la date de la biopsie, la présence d'hypertension artérielle, la biologie au moment de la biopsie, la présence de protéinurie, l'albuminémie, la présence d'un syndrome néphrotique, la fonction rénale à ce moment-là, et s'ils ont eu un traitement particulier, on a défini en corticothérapie orale, bolus de corticoïdes, IECRA2 et autres traitements immunosuppresseurs. Au niveau des paramètres retenus histologiques, on a défini du coup ce qu'on a appelé plutôt des lésions aiguës, des croissants fibreux, les lésions chroniques par contre, des croissants fibreux, des gloméroscléroses, fibro-interstitielle et atrophie tubulaire, et plutôt les lésions aiguës, la prolifération endocapulaire, les croissants cellulaires et les lésions tubulo-interstitielles inflammatoires. Notre critère principal de jugement, ça a été une rémission de la néphropathie purpura rhumatoïde qu'on a définie comme une protéorine négative et une fonction rénale normale à la fin du suivi. Donc, on a inclus 159 patients. On avait un sexe ratio à 0,88. 71%, c'est important, 71% des patients ont l'apparition de la néphropathie purpura rhumatoïde dans les 30 jours après la poussée de purpura rhumatoïde. Et 74% des patients n'ont pas d'influence rénale au diagnostic de néphropathie purpura rhumatoïde. Le suivi médian, on en reviendra à la fin, mais il a été très très variable. Il est en moyenne de 3 ans, mais il est entre 20 mois et 112 mois. Et 30% des patients, soit 47, n'étaient pas en rémission à la fin de leur suivi. Donc les facteurs de risque clinique qui étaient associés à l'absence de rémission, c'est l'insuffisance rénale, ça on s'y attend, ça a un marqueur des patients les plus graves. L'âge au diagnostic, les patients plus âgés ont tendance à moins bien évoluer. Et l'utilisation d'IECRA2, qui est un facteur confondant, qui montre aussi probablement la gravité des patients. Donc au niveau des facteurs de risque histologiques, les seules choses qui sont revenues en corrélation, c'est la présence de lésions chroniques. La prolifération endocapulaire, les croissants actifs, les autres lésions aiguës n'étaient pas corrélées. Seules les lésions chroniques étaient corrélées à l'absence de rémission. Lorsqu'on a fait cette analyse en multivariée, les seules choses qui sont revenues significatives sont l'âge, comme on a vu avant, les patients âgés ont tendance à moins bien évoluer, et la présence de lésions chroniques. Donc on a essayé de savoir quels étaient les facteurs de risque de présenter des lésions chroniques, quels étaient les facteurs qui étaient liés à ces lésions-là, et tout ce qui ressort avec un degré de significativité juste à la limite, c'est le délai entre le début de la néphropathie purpura rhumatoïde et la date de la biopsie, mais on va revenir un petit peu sur ces résultats. Donc, 30% de rémission à l'issue du suivi, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est plutôt comparable aux grandes cohortes aux données de la littérature. On a 30%, 74 bonnes évolutions, on a des chiffres un peu comparables. La présence de lésions éthologiques chroniques, c'est plus compliqué puisqu'en fait, les données étaient il y avait un peu moins de données. Chez nous, c'est 12% des patients. On retrouve un peu ce genre de données dans la littérature, 13% d'atrophie tubulaire, 13% d'atrophie tubulaire, 34% de glomérosclérose. Les taux sont un petit peu variables. Dans d'autres études, ils étaient à 75%, 85% d'atrophie tubulaire. Les chiffres sont un peu plus variables, on ne sait pas très bien encore en quoi en penser. Ce qu'on sait, ce qui est assez certain maintenant en plus avec notre étude, c'est que c'est associé à un diagnostic péjoratif de la néphropathie purpura rhumatoïde. Et ça montre un intérêt dans l'analyse histologique pour voir quels patients vont mal évoluer. Après, on va parler un petit peu des caractéristiques des patients. On voit bien que donc, chaque point représente un patient. Les points noirs, c'est des patients qui présentaient des lésions histologiques chroniques. Donc en fait, on a des patients qui ont eu des biopsies de manière très très tardive après leur découverte c'est pas la découverte du purpura rhumatoïde, c'est la découverte de la néphropathie du purpura rhumatoïde.
Donc un enfant qui a eu vraiment des biopsies très très tardives. Mais en fait, on regarde quand même qu'il y a un groupe de patients non négligeables qui, dès la découverte, ou même dans les mois après la découverte, ont une biopsie et présentent des lésions histologiques chroniques. Donc on pense que ce qui a fait notre seuil de significativité, c'est des patients qui étaient très hauts et qui ont beaucoup monté les chiffres. Mais en fait, on a des patients qui ont des caractéristiques chroniques. En fait, ce que ça a tendance à montrer, c'est qu'il y a des patients qui ont des caractéristiques qui ressemblent à la maladie de Berger de l'adulte, qui n'ont pas de lésions aiguës, qui présentent initialement des lésions chroniques. Donc la discussion, il y a des limites à notre étude, c'est le caractère rétrospectif, et c'est surtout le manque de données. Il n'y avait pas d'informations sur la fonction renale chez 50% des patients dans leur dernière évaluation. Ce qu'on pense, c'est que c'est des patients qui évoluaient plutôt bien, qui n'avaient plus que des petites protéinurides et qui n'avaient pas forcément besoin de vérifier leur fonction rénale, mais c'était des données manquantes. Le gros caractère aussi, c'est qu'on n'avait pas une évaluation anatomologique non normalisée. C'est des comptes rendus qu'on a récupérés. Donc, c'était des biopsies vues par des multiples opérateurs. Sans grille de lecture normalisée, les biopsies n'ont pas été relues par la même personne. Et ce qui est aussi difficile à interpréter, c'est que le délai de suivi est très variable selon les patients et selon les centres. On a quand même des patients qui ont été suivis 15 ans. On a des patients qui ont été suivis quelques mois avec une médiane de 3 ans. Et c'est des délais de suivi qui sont plutôt courts par rapport aux autres cohortes. En conclusion, on a 30% quand même des patients qui présentent une maladie rénale persistante à 3 ans sur un suivi médian de 3 ans. Les lésions histologiques chroniques sont présentes chez 12% des patients diagnostiques, sont corrélées à une mauvaise évolution et doivent être prises en compte dans l'évolution histologique des néphropathies du purpura rhumatoïde. Merci beaucoup. Du coup, pour la suite de prise en charge de ces patients qu'on aurait classifiés comme à risque d'évolution péjorative à court terme, est-ce qu'on commence à penser à une surveillance rapprochée, des biopsies répétées, des mesures de néphroprotection, des choses comme ça? Donc, l'enjeu de vérifier ces patients, c'est d'accentuer au maximum la néphroprotection, c'est-à-dire de mettre très vite des traitements en IECA-ARA2, de voir tout de suite, de biologiquement vérifier ceux qui évoluent d'insuffisance rénale chronique, de protéger leurs reins et de pallier à tout ça. C'est de ne pas louper des patients qui évoluent vers insuffisance rénale chronique et qui ne vont pas du coup avoir la néphroprotection. Après, en termes de thérapeutique, lorsqu'ils ont une néphropathie purpura rhumatoïde, qu'on a vu, c'est des lésions chroniques qui ne sont pas actives. Donc en théorie, il n'y a pas de thérapie qui va permettre d'empêcher l'évolution. Enfin, il n'y a pas de thérapeutique qui vont jouer sur ces lésions chroniques. Ma question, elle est dans le même sens, mais je ne suis pas au courant de la prise en charge récente des purpura rhumatoïdes, mais pendant très longtemps, on a dit qu'il ne fallait rien faire. D'abord, on les a couchés. Alors, il y avait les pro-repos, les anti-repos. Dans les pro-repos, il y avait les pro... Bon, c'était il y a des années, ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à proposer un traitement un peu rapide et presque, enfin j'ose dire, presque systématique? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Donc ça, c'est une question qui est très discutée. Du coup, là, ce qui est les recommandations CADIGO, qui sont les recommandations des sociétés de néphrologie, elles sont, lorsqu'il y a la présence de croissant, la présence d'une protéinurie très rapidement, de mettre des IEC, des ARA2, ça c'est la chose qui est le plus prouvée, c'est extrêmement néphroprotecteur, ça limite la protéinurie, ça réduit les dommages. Quand il y a présence de lésions aiguës, ce qui est dit dans les recommandations pour l'instant, c'est de commencer des traitements de corticothérapie. Mais je n'ai pas rentré dans les détails là, c'était plus dans le mémoire, mais l'efficacité des corticoïdes dans la néphropathie purpura rhumatoïde, elle n'est pas claire, elle n'est pas démontrée, elle est très discordante selon les études. Donc en fait, c'est des patients, on ne sait pas forcément très bien comment les améliorer. Les corticoïdes n'ont pas forcément l'air de marcher et il y a très peu d'études sur d'autres immunosuppresseurs. Ce qu'on sait qu'en fait, c'est surtout des patients qu'il va falloir surveiller. C'est je trouve une belle recherche que vous faites là avec une vision intelligente des choses. Il y a quand même quelque chose qui fait peur, c'est d'imaginer que vous pouvez avoir un purpura rhumatoïde a priori aigu, très récent, et que vous avez déjà en fait des lésions chroniques rénales dont on n'était pas du tout au courant, donc probablement une autre maladie ou la même qui a commencé sur un autre mode et qui s'exprime ensuite sur le plan cutané. Ce qui justifie quand même, je trouve, votre attitude un petit peu plus vers la biopsie rénale assez facile quand on a une néphropathie qui se révèle. Ma question c'est, est-ce qu'on arrive à essayer de voir si on peut d'emblée voir dans le profil ceux qui vont plutôt avoir
même par exemple dès le début, avec des petits signes urinaires, ceux qui auront plutôt déjà ces lésions anciennes et amenés à ce moment-là à aller un peu plus vite? Il n'y a pas de corrélation entre la présentation clinique et la présence de lésions histologiques chroniques. Autant sur la poussée, c'est-à-dire que je n'ai pas montré ces résultats-là, mais vous pouvez avoir une poussée de purpure rhumatoïde terrible au niveau digestif, au niveau arthralgique, au niveau des douleurs articulaires. Et en fait, les autres organes n'ont pas de corrélation avec le rein. On a l'impression que lorsqu'on fait une poussée de purpure rhumatoïde, le rein évolue pour lui-même après. Après, il y a un facteur confondant, mais qui est plutôt rare, qui n'est pas beaucoup, c'est des patients qui ont reçu des corticoïdes pour d'autres indications que le rein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, et ça n'a pas l'air de jouer sur le pronostic plus que ça. Donc en fait, même la présentation clinique de la première poussée, elle n'est pas liée au rein, et la présentation initiale du rein, c'est-à-dire d'avoir des gros symptômes rénals, à part l'insuffisance rénale, qui montre déjà une atteinte, elle n'est pas liée au pronostic final. J'ai une remarque un peu perfide, mais faire un travail sur Trousseau, Robert Debré et Necker, ça montre bien que grâce à vous, la néphrologie pédiatrique peut évoluer dans le bon sens. Donc, merci Martin. Bravo. Et donc, on passe à la communication suivante par Pierre Clesiou. L'encéphalite aiguë liée au virus de la grippe en réanimation pédiatrique, une étude multicentrique. Et pour passer, c'est un truc. Ok, très bien. Bonjour, donc je suis Pierre Clesiou, je travaille dans le service de neuropédiatrie à Lille et donc je vais vous parler du travail que j'ai réalisé dans le cadre du DES en collaboration avec le docteur Lévy et le professeur Dauger de la réanimation pédiatrique de l'hôpital Robert Debré, donc qui était consacré à l'encéphalite aiguë liée au virus de la grippe pour les patients pris en charge en réanimation pédiatrique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors, je voulais revenir d'abord sur quelques données épidémiologiques concernant la grippe et surtout ses formes sévères. Donc, chez l'enfant, on constate que finalement, les formes respiratoires sévères qui amènent en réanimation, elles sont surtout présentes chez le petit, le moins d'1 an, et chez le patient avec une pathologie respiratoire chronique, et que finalement, les formes neurologiques sévères sont bien plus représentées que chez l'adulte. Il y a une particularité concernant l'encéphalopathie ou encéphalite aiguë liée au virus de la grippe. C'est sa répartition géographique. En fait, c'est une pathologie qui a été extrêmement décrite au Japon, avec plusieurs cohortes. Je crois qu'il y a 7 ou 8 cohortes avec des centaines de patients à chaque fois. Et qu'en dehors du Japon, elle est très peu décrite. Finalement, il y a 5 à 6 cohortes qui représentent une trentaine ou une quarantaine de patients, pas plus. Et qu'on a donc très peu de données à ce sujet-là. C'est une pathologie qui atteint essentiellement l'enfant d'âge scolaire, préscolaire. L'âge médian de diagnostic est entre 5 et 7 ans habituellement. Elle se présente sous la forme d'un tableau clinico-radiologique assez variable qui peut aller d'un simple trouble de la conscience transitoire à des formes beaucoup plus sévères, avec la forme la plus catastrophique étant l'encéphalopathie nécrosante aiguë qui peut s'installer très rapidement avec donc une nécrose au niveau des noyaux gris centraux, de la substance blanche périventriculaire, du tronc cérébral, du cervelet, avec un pronostic en général dramatique. C'est une pathologie qui est assez sévère, même si les données sur la morbimortalité sont assez éparses et variées, notamment parce qu'elles n'ont pas été étudiées chez des patients très homogènes. La mortalité est estimée autour de 8 à 30%, ça c'est dans les cohortes japonaises. C'était plutôt 30% dans les années 80-90, actuellement c'est plutôt de l'ordre de 7 à 10%. Et les séquelles neurologiques sont variables, mais présentes chez un tiers à 2 tiers des patients, sachant qu'elles ne sont jamais estimées pareil de manière homogène. On ne sait pas trop à quel moment on évalue les séquelles neurologiques, et puis les scores d'évaluation ne sont pas toujours précisés. La physiopathologie de cette atteinte est à ce jour très mal comprise. On se pose, comme dans beaucoup d'encéphalites, la question de est-ce que c'est péri-infectieux, post-infectieux, inflammatoire, avec une terminologie qui souvent est pas très précise. Le virus de la grippe, il a un potentiel neuro-invasif, mais en général, il n'est pas retrouvé dans le système nerveux central. On parle de potentiel neuro-invasif parce qu'on l'a retrouvé parfois chez des patients très immunodéprimés, en fait, dans le liquide céphalorachidien ou au niveau de la biopsie cérébrale, mais c'est quand même extrêmement rare. Les données sur l'inflammation du système nerveux central sont discordantes, notamment avec les marqueurs habituels de l'inflammation du système nerveux central, c'est-à-dire la réaction cellulaire ou l'hyperprotéinorachie, ça c'est très inconstant.
Et l'hypothèse principale à ce jour qui est avancée dans les études les plus récentes, c'est celle d'une atteinte liée à un orage cytokinique, un peu comme ce qui a pu être décrit récemment dans le Covid, avec un emballement de la réponse inflammatoire en lien avec l'agression de l'organisme par le virus. Il y a une prédisposition génétique aux formes nécrosantes, donc aux formes sévères, qui a été découverte dans les années 2010 dans des familles où il y avait plusieurs cas d'encéphalite grippale avec une nécrose, qui est une mutation en lien avec le gène RANDBP2, dont le rôle n'est pas très bien connu. C'est un gène qui exprime une protéine du pore nucléaire avec donc un rôle à la fois dans le transport cytoplasmique, dans le transport des protéines entre le noyau et le cytoplasme, et puis dans la machine énergétique de la cellule. Bon, enfin, cette pathologie, concernant la prise en charge thérapeutique, elle n'est pas consensuelle, on n'a pas de recommandation à ce jour, et donc c'est des patients qui sont pris en charge de manière très variable. L'objectif de notre étude, c'était d'abord d'estimer la mortalité en réanimation liée à l'encéphalite grippale, puisqu'on n'a pas de données à ce jour, avec uniquement une étude avec 15 patients pédiatriques. Donc c'était très peu connu. On voulait également estimer le taux de séquelles neurologiques à différents points, à la fois à la sortie de l'hôpital, avec un critère composite qui était le décès et l'évaluation par le score de Rankin, qui est un score pronostic neurologique assez grossier. En gros, c'est est-ce que le patient peut se lever, marcher tout seul sans aide, ou avec un peu d'aide, ou alors pas du tout. Et enfin, lors du dernier rendez-vous de suivi, on a essayé d'inclure un score pronostic qui soit un peu plus précis, qui est le score, l'échelle de Glasgow, en fait, c'est une autre échelle de Glasgow, qui inclut notamment les conséquences comportementales, émotionnelles, et puis sur la vie sociale de l'enfant. On a par ailleurs cherché à décrire donc, la présentation clinique, le niveau de sévérité des patients admis en réanimation, à la fois en comptant les défaillances d'organes et en utilisant le score de PIM2, qui est un score très utilisé dans toutes les réanimations pour évaluer le risque de mortalité à l'admission. On a collecté les données biologiques EEG et d'IRM, et enfin, on a essayé de décrire un petit peu la prise en charge thérapeutique dont bénéficiaient ces patients à ce jour. Donc, c'est une étude rétrospective sur 8 saisons grippales entre 2010 et 2018. On s'est adressé à toutes les réanimations de France, aux 32 ou 34 centres, je ne sais plus trop, et on a reçu des réponses de 14 centres avec finalement la possibilité d'inclure des enfants issus de 12 centres en France. Les patients étaient tous d'âge pédiatrique en excluant les patients d'âge néonatal. Pour les critères d'inclusion, on a donc inclus les patients qui avaient une encéphalite aiguë selon les critères diagnostiques les plus utilisés actuellement. En gros, le gold standard pour le diagnostic de l'encéphalite, c'est la biopsie cérébrale. Bon, c'est très invasif, on le fait assez peu. Donc pour diagnostiquer l'encéphalite, on a un diagnostic fonctionnel avec différents critères. Il faut qu'il y ait un trouble de conscience de plus de 24 heures, une altération de la vigilance ou de la conscience. Et puis à ça s'associent des critères mineurs qui sont cliniques avec la fièvre, la survenue de crise, les signes neurologiques focaux, et puis des signes biologiques avec la présence d'une méningite, EEG avec des anomalies du tracé compatibles avec une encéphalite, ou IRM avec également des anomalies compatibles avec une encéphalite. Une fois que ces patients avaient donc ce diagnostic suspecté ou probable ou possible d'encéphalite, il fallait qu'ils aient également une preuve biologique d'infection aiguë par le virus de la grippe. On avait mis les sérologies et les PCR. En gros, c'était que des PCR positifs dans les sécrétions nasopharyngées. Il fallait que ces patients aient été admis en réanimation. Afin d'obtenir la cohorte la plus pure possible, entre guillemets, on a décidé d'exclure les patients qui avaient une co-infection avec un agent potentiellement causal de l'encéphalite et du tableau aigu, et les patients avec des antécédents de pathologies neurologiques chroniques sévères. À l'issue du screening, on a pu inclure donc 41 patients avec un sexe ratio équilibré. L'âge médian des enfants était de 4,7 ans, ce qui correspond assez bien en fait à l'âge médian décrit dans les cohortes japonaises notamment. Les patients présentaient souvent des signes généraux avec de la fièvre dans 93% des cas, suivis par essentiellement les symptômes digestifs. Et sur le plan neurologique, en plus du trouble de conscience, c'était essentiellement les crises comiciales qui étaient très représentées chez 90% des patients presque, avec un enfant sur deux qui faisait un état de mal. Les atteintes focales motrices avec syndrome pyramidaux étaient très fréquentes chez 7 patients sur 10. Et à noter, parmi les atteintes assez sévères, il y avait un patient sur 5 qui avait une hypertension intracrânienne et 15% des enfants qui présentaient une dysautonomie. L'état d'inflammation générale évalué par la CRP était très faible. Il y avait il y avait 30% des patients avec une CRP un petit peu élevée, et en général, en gros, la CRP n'était généralement pas élevée. Un patient sur deux avec une méningite qui était systématiquement faible, jamais plus de 100 éléments. Un quart des patients une hyperprotéinorachie. On n'a jamais retrouvé le virus dans le LCR directement, mais il n'y a que 13 enfants qui avaient une PCR sur le LCR.
Ils avaient dans 86% des cas un tracé encéphalitique et dans 86% des cas des anomalies à l'IRM cérébral, avec quand même un enfant sur 3 dont le descriptif de l'IRM était compatible avec des lésions nécrosantes. Et les lésions atteignaient essentiellement le centre encéphale avec donc le tronc cérébral et la substance blanche périventriculaire comme c'est décrit dans les cohortes japonaises. La recherche de mutations de facteurs de mutations génétiques pouvant favoriser les tableaux nécrosants a été effectuée chez 6 enfants et il y avait 3 de ces 6 enfants qui avaient quand même la mutation RAMBP2. Les patients étaient admis très rapidement en réanimation pédiatrique, en général dans les 48 heures suivant les premiers symptômes, avec pour motif d'admission principal le trouble de vigilance sévère et l'état de mal chez un tiers des patients. Le score de PIM2 à l'admission était un peu moins de 3%. Et la déférence multiviscérale était retrouvée lors du séjour chez un tiers des enfants, avec tout de même les 3/4 des patients qui avaient besoin d'être ventilés à un moment donné, un tiers des patients qui avaient besoin d'un support hémodynamique, et puis un quart des enfants qui avaient besoin d'au moins 3 antiépileptiques. Concernant la prise en charge thérapeutique, 70% des enfants avaient un traitement antiviral, et puis concernant l'immunomodulation, la moitié des bolus de corticoïdes, un quart des immunoglobulines et 10% des échanges plasmatiques. Le taux de mortalité retrouvé dans la cohorte était très élevé, à 17%, avec 7 patients qui sont décédés et des décès qui survenaient chez 3 des 7 enfants du fait d'une hypertension intracrânienne fulminante en moins de 48 heures. En fait, à la lecture des comptes rendus, on se rend compte que c'est des enfants qui sont hospitalisés depuis moins de 24 heures et puis qui tout à coup s'enfoncent dans un coma profond et décèdent très rapidement de l'hypertension intracrânienne. Il y a 3 patients qui sont décédés suite à des limitations de thérapeutique devant le tableau neurologique et radiologique très péjoratif et un enfant d'un état de mal hyperréfractaire. Parmi les survivants, concernant le pronostic à la sortie de l'hôpital, les 2 tiers avaient des séquelles neurologiques à la sortie de l'hôpital, soit décrites dans le compte rendu, avec essentiellement des troubles moteurs chez 2 tiers des patients avec les séquelles neurologiques, des troubles du comportement ou des troubles du langage. Et un tiers d'entre eux avaient des séquelles qu'on avait considérées comme sévères, c'est-à-dire un score de Rankin modifié supérieur ou égal à 4, et donc une incapacité à marcher tout seul ou à effectuer les gestes quotidiens attendus pour l'âge sans aide. Un peu à distance, parmi les survivants, on a des données à plus de 6 mois qui concernent les 2 tiers des survivants, avec un patient qui est décédé à 21 mois de son épisode d'encéphalite aiguë, sachant que c'était un patient qui était dans un état post-relationnel et végétatif. Un autre patient qui était toujours, lui, dans un état post-relationnel. Celui qui est décédé, c'était une infection respiratoire virale, secondairement. Et enfin, on avait 22% de handicap sévère selon le score de Glasgow, 17% de handicap modéré et 43% de bonne récupération. Bon, pour conclure, cette étude, c'est une des études qui nous donne finalement le plus d'informations chez les patients en dehors du Japon à ce jour, notamment concernant les patients pris en charge en réanimation pédiatrique ou en soins intensifs. Il n'y a pas de cohorte dédiée spécifiquement à ces patients-là. Elle confirme donc la morbimortalité élevée avec un taux de mortalité de 17% et de morbidité chez les survivants avec 67% de séquelles à la sortie de l'hôpital, dont 35% de séquelles sévères. Elle suggère finalement chez les patients qui présentent des troubles de la vigilance dans un contexte de grippe de les surveiller un petit peu comme le lait sur le feu parce que la plupart vont récupérer très rapidement mais il y en a qui peuvent s'aggraver très vite et donc ça justifie d'être pas trop loin d'un centre dans lequel se trouve une unité de soins intensifs ou de réanimation et de traquer l'hypertension intracrânienne, notamment peut-être chez les patients qui sont déjà en soins intensifs par la réalisation de Doppler transcrânien pour détecter un peu les premiers signes d'hypertension intracrânienne avant même que sur le plan clinique ça s'exprime. Elle retrouve donc une fréquence élevée des formes nécrosantes et l'intérêt dans ces cas-là de rechercher les mutations génétiques, notamment pour le conseil génétique et pour la fratrie, avec potentiellement l'idée de vacciner ces enfants de manière préventive contre la grippe. Concernant les facteurs pronostiques, on a essayé dans l'analyse de mettre en évidence certains facteurs pronostiques, mais vu le petit effectif, c'était compliqué. On retrouvait certaines données cliniques, notamment les vomissements et puis la dysautonomie, et l'insuffisance rénale, et puis les données de l'IRM, certaines anomalies de l'imagerie, mais évidemment en analyse multivariée, on n'a pas pu mettre en évidence de facteurs pronostiques significatifs. Et l'étude montre bien qu'il y a une prise en charge à ce jour qui est très hétérogène du fait de l'absence de recommandations, avec une utilisation très variée des corticoïdes, des immunoglobulines, ce qui est en lien avec la physiopathologie qui reste à ce jour mal connue. On aimerait bien avoir des études notamment sur certaines données biologiques concernant l'inflammation, peut-être un peu plus poussée que juste la CRP, mais notamment l'élévation de certaines cytokines à la fois dans le sang et dans le LCR, puisque on a retrouvé dans certaines études effectivement d'autres marqueurs de l'inflammation plus spécifiques qui ne sont pas de la pratique clinique courante qui étaient assez élevés et dans le LCR et
et dans le sang, notamment les néoptérines ou certaines interleukines. Mais peut-être un peu mieux connaître la dynamique de la réaction cytokinique afin de savoir comment mieux prendre en charge ces patients à la phase aiguë. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je remercie tous les différents services qui nous ont aidés dans le montage et la réalisation de cette étude. Oui, c'est un très très joli travail et c'est vrai que c'est surtout les Japonais qui étaient préoccupés. Ils ont toujours été très préoccupés de la grippe, hein, les Japonais. Oui. Hein. Ils ont vacciné pendant très très longtemps l'ensemble des enfants. Ils ont été les premiers à le faire. C'est quand même impressionnant ce caractère fulgurant. Vos patients en fait développent des symptômes neurologiques en période aiguë, fébrile. Hein. C'est vraiment pas quelque chose de retardé, par exemple, par rapport à d'autres pathologies. Ça fait penser que c'est probablement plutôt l'immunité innée qui va peut-être exploser à ce moment-là avec un terrain prépondérant. Les anomalies de mutation que vous avez remarquées, là, que vous avez retrouvées pour certains d'entre eux, est-ce que ça oriente vers un mécanisme physiopathologique particulier ? Alors, non, pas tellement, puisque finalement, le gène RAMBP2, il a une expression qui est très ubiquitaire et finalement assez... Alors, il n'est pas connu pour être impliqué dans l'immunité innée, en tout cas, à ce jour, mais plutôt dans des mécanismes assez généraux concernant la chaîne énergétique, en fait, c'est passé aux interactions entre le porc et le cytoplasme, mais en tout cas pas dans l'immunité innée, contrairement à certaines formes sévères de grippe, notamment sur le plan respiratoire, où là on retrouvait d'anomalies dans la voie de l'interféron, ce genre de choses, mais RAMBP2, non, on ne retrouve pas de lien avec l'immunité à ce jour. Pierre, vous dites qu'il n'y a pas de recommandation. Est-ce qu'à la fin de votre article, vous avez fait des propositions ou est-ce que ou indépendamment de l'article, dans le cadre du GFRUP, vous avez fait des recommandations, peut-être dont une part empirique, mais si on peut essayer de... Je ne connaissais pas du tout cette maladie, mais si on peut essayer de traiter les 10 ou 20 prochains patients d'une manière relativement homogène, à la fois sur le traitement et peut-être sur l'exploration. Alors sur le traitement, on a été assez prudent, mais la prudence ne veut pas dire. Mais c'est vrai que c'est des enfants qu'on a envie de traiter au moins par bolus de corticoïdes, voire en fait immunoabsorption ou échange plasmatique pour essayer de filtrer toutes les cytokines pro-inflammatoires qui peuvent agir notamment au niveau de l'endothélium et puis entraîner une destruction de l'endothélium et l'œdème vasogénique au niveau des lésions centrales. Donc c'est vrai que c'est ça qu'on a envie de faire, d'agir assez vite. Sur l'exploration, c'est surtout des éléments... l'étude des cytokines se fait quand même de manière pas routinière, mais c'est ça dont on aimerait pouvoir bénéficier pour mieux comprendre à la fois dans le sang et dans le LCR. Alors, on peut envoyer du LCR à Lyon maintenant au centre de référence des pathologies inflammatoires du système nerveux central, dans le laboratoire de Jérôme Honora, où ils font ces études-là, mais de toute façon, on met 3 semaines à récupérer les résultats, donc pour orienter sur la thérapeutique. Mais disons, corticoïdes, en bolus, très vite, et puis immunoabsorption éventuellement. Il y a une étude japonaise qui a étudié 35 patients qui avaient reçu des bolus de corticoïdes pour voir si ça entraînait une amélioration du pronostic, mais c'était une étude rétrospective sur 30 patients. Bon, on voit que dans les formes où ça épargne le tronc cérébral, il y aurait peut-être un meilleur pronostic, mais bon, ça reste... C'est vous le spécialiste français maintenant. Je ne sais pas. Merci. Bravo. Merci. Non, il n'y a rien de publié sur ne serait-ce que le pronostic des patients qui ont été traités par EP ou IA. Les immunoabsorptions étant probablement plus récentes et d'utilisation moins courante, on aura encore moins de données. Non. Merci. Bien, merci beaucoup. Et notre dernière présentation, Anne Cordès, qui nous parle de la pycnocytose infantile sur une étude importante. Je vous laisse la parole.
Alors, du coup, moi je suis un petit peu enrhumée, donc je garde mon masque. Je vais vous présenter du coup mon mémoire de DES qui s'intitule La pycnocytose néonatale, une étude rétrospective de 50 cas que j'ai fait avec l'aide de Corinne Guiton qui travaille en pédiatrie à Bicêtre et de Véronique Picard qui travaille également à Bicêtre dans le service de biologie. J'ai aucun lien d'intérêt. Pour la définition, pour ceux qui ne le savent pas, la pycnocytose néonatale, c'est une anémie hémolytique néonatale transitoire qui est rare, dont le diagnostic est fait sur le frottis sanguin, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si la flèche, oui. Ici, nous avons des globules rouges qui sont denses, contractés, irréguliers. Et lorsqu'on a plus de 4% de ces types de globules rouges, on peut parler de pycnocytose néonatale. L'incidence n'est pas connue, mais il y a une étude relativement récente en 2016 qui avait montré sur 149 nouveau-nés qui avaient une anémie hémolytique néonatale sans étiologie retrouvée, finalement il y avait 9,4% de pycnocytose néonatale. La physiopathologie est incomprise pour le moment. Notre objectif, c'était de mieux connaître l'évolution de la maladie afin d'optimiser son diagnostic et sa prise en charge. Et nous avons donc décrit 50 cas de pycnocytose néonatale qui ont fait la plus grande cohorte depuis la première étude en 1959 par l'équipe de Tuffy. Les critères d'inclusion, c'était d'être né en Île-de-France ou à Marseille entre novembre 2003 et octobre 2017, d'avoir un diagnostic monocentrique de pycnocytose infantile qui avait été fait au laboratoire de Véronique Picard à Bicêtre et d'avoir éliminé les autres étiologies d'anémie hémolytique néonatale, dont un groupe sanguin avec un test de couche négatif, pas d'infection, éliminer un déficit enzymatique ou une pathologie des membranes. Et nous avons exclu tous les dossiers incomplets. Dans notre cohorte, nous n'avons pas retrouvé de disparité de sexe. Nous avions 20 nouveau-nés qui étaient nés entre 35 et 37 semaines d'aménorrhée et 30 qui étaient nés entre 38 et 41 semaines d'aménorrhée. L'ensemble des enfants étaient majoritairement eutrophes, avec une origine caucasienne prédominante. Et nous avions remarqué quand même un nombre de grossesses multiples élevé, avec 8 enfants qui étaient soit une grossesse gémellaire, soit des triplets. Et on avait 8 enfants sur les 29 ayant des frères et sœurs qui avaient un antécédent dans la fratrie de pycnocytose. Au niveau des signes cliniques, la présentation initiale était souvent un ictère cutanéo-muqueux, une pâleur pour 28% des enfants, donc des signes d'anémie avec une hypotonie ou une désaturation pour 2 enfants. Nous n'avions pas d'hépatosplénomégalie et pas de signes neurologiques de gravité. Au niveau des prises de sang, devant cet ictère cutanéo-muqueux ou bien l'anémie, une prise de sang a été réalisée souvent avec une numération et un dosage de la bilirubine. Au niveau de la numération, on retrouvait une anémie pour l'ensemble de notre cohorte, qui était diagnostiqué un jour médian avec un ADIR à 16 jours médian. Et on avait 6 nouveau-nés qui avaient entre 8 et 10 grammes d'hémoglobine et 44 nouveau-nés qui avaient entre 4,8 et 8 grammes d'hémoglobine, qui était le taux le plus bas retrouvé lorsqu'il y avait des prises de sang répétées. Cette anémie était pour certains régénérative, pour d'autres elle était peu régénérative et on avait un VGM à 99. Au niveau du taux de bilirubine, on retrouvait pour les nouveau-nés qui étaient nés à plus de 38 semaines d'aménorrhée, on en avait 23 qui étaient en indication de photothérapie intensive et on en avait 12 qui étaient même en indication d'exsanguinotransfusion. Donc on a vraiment des taux de bilirubine élevés. Et pour les enfants qui étaient nés entre 35 et 37 semaines d'aménorrhée, donc on avait 20 enfants, on en avait 19 en indication de photothérapie intensive, donc 14 en indication d'exsanguinotransfusion. Donc pareil, des taux de bilirubine élevés. Au niveau de la prise en charge, on avait une durée d'hospitalisation qui était de 16 jours médians, avec notamment une réadmission après retour à domicile pour 37 enfants. Donc on avait quand même 37 enfants retournés à la maison, puis réhospitalisés pour cette anémie hémolytique. L'âge au diagnostic était du coup précoce pour les enfants restés hospitalisés à 10 jours d'âge médian, et pour ceux qui étaient sortis au domicile, plutôt 16 jours. Au niveau de la prise en charge, donc on avait 42 nouveau-nés sur les 50 qui étaient en indication de photothérapie intensive, dont 26 en indication d'exsanguinotransfusion. Mais heureusement, les enfants répondaient très bien à la photothérapie intensive et aucun n'a eu besoin d'exsanguinotransfusion.
12 enfants ont eu une perfusion d'albumine, 20%. Au niveau de l'anémie, on avait 47 nouveau-nés qui ont nécessité une première transfusion à un âge médian de 16 jours pour un taux d'hémoglobine médian de 6,8 et un taux de réticulocyte à 139. Et nous avions 12 nouveau-nés qui ont nécessité une deuxième transfusion à environ 1 mois de vie pour un taux d'hémoglobine à 7,4. Nous avons 5 enfants qui ont nécessité une injection d'EPO. On en rediscutera un peu plus tard lors de la discussion. Ils ont vraiment eu une seule injection et souvent tardive. Et quand on regarde le taux d'hémoglobine pour l'ensemble des enfants à 6 mois, et tous avaient un taux d'hémoglobine qui était revenu normal. Nous avons émis plusieurs hypothèses au niveau de la physiopathologie, même si, comme vous pourrez le voir, à la fin, on n'a pas pu conclure sur une cause plutôt qu'une autre. On a évoqué la susceptibilité familiale, vu qu'on avait plusieurs antécédents familiaux dans notre cohorte, notamment des jumeaux, des fratries. Et nous avons essayé d'évoquer une cause récessive ou dominante, mais nous n'avons pas eu de famille où il y avait vraiment une cause génétique prédominante et on n'avait pas de consanguinité dans nos familles. On a aussi évoqué un facteur d'origine maternelle avec notamment une transmission pendant la grossesse via le placenta. On a regardé les prises médicamenteuses par les mamans de l'ensemble des enfants, mais il n'y avait pas de traitement, notamment pas de traitement à visée antioxydante. Et on a eu des jumeaux dizygotes dont l'un était sain, l'autre atteint. Et pareil, on a eu des triplets dont il y en avait un qui était atteint et les deux autres qui étaient sains. On a pensé également à une atteinte transitoire de l'intégrité de la membrane du globule rouge, puisque c'est une maladie qui est transitoire et qui évolue bien, puisqu'à 6 mois, on n'a plus d'anémie. On a pensé à un facteur extracorpusculaire qui viendrait attaquer notre globule rouge et attaquer son intégrité, notamment du fait d'un stress oxydant, puisqu'on sait que l'hémoglobine néonatale est plus sensible au stress oxydant, et qu'il avait été montré des similitudes sur le frottis entre des globules rouges dans le cas d'un déficit en G6PD ou la pycnocytose. On a évoqué aussi le fait que ce soit qu'en période néonatale, et on sait que l'hémoglobine fétale qui prédomine en période néonatale est également plus sensible au stress oxydant. Et on a par contre une ectacytométrie qui est normale et on n'a pas de splénomégalie. Donc on n'a pas de perte de l'intégrité de notre membrane. On a aussi évoqué un facteur mécanique à type d'une MAT, mais on n'avait pas de thrombopénie chez nos enfants, pas de schizocyte. On a regardé si la bilirubine pouvait être toxique pour ces globules rouges. On a peu d'arguments en faveur d'une toxicité directe, puisqu'on sait qu'il y a des nouveau-nés qui ont des taux de bilirubine très élevés en période néonatale, mais qui n'ont pas de pycnocytes sur leur frottis sanguin. Par contre, nous, on avait remarqué que le taux d'hyperbilirubinémie chez nos enfants précédait de 5 jours en moyenne le nadir de l'hémoglobine, et c'était une corrélation qui était retrouvée chez la plupart de nos enfants. On s'est posé la question aussi sur si la bilirubine n'était pas une toxicité directe sur l'hémoglobine, mais plutôt sur l'érythropoïèse. Mais ce qui va à l'encontre, c'est qu'il y a des études qui ont montré qu'il n'y avait pas d'atteinte au niveau des précurseurs des globules rouges quand ils faisaient leurs études. On a regardé s'il y avait une atteinte allo ou auto-immune, puisque nous avions un taux élevé de risque d'incompatibilité de groupe dans notre cohorte par rapport à la population générale, et un taux élevé d'incompatibilité de groupe ABO expressive toujours par rapport à la population générale. L'ensemble des enfants au moment du diagnostic de pycnocytose avaient un test de Kump négatif. Donc on pourrait soit évoquer un facteur qui ne serait pas retrouvé avec nos tests de Kump, soit ce n'est pas une atteinte allo auto-immune. Et le taux de pycnocyte n'est pas corrélé au risque d'incompatibilité ABO. Et enfin, on avait évoqué l'origine infectieuse en regardant s'il y avait une saisonnalité au niveau des diagnostics de pycnocytose. On n'en a pas retrouvé et l'ensemble des enfants avec un bilan infectieux qui était négatif. Donc pour conclure, nous avons proposé des pistes pour surtout les personnes et pédiatres qui travaillent en maternité pour essayer de pouvoir poser le diagnostic de pycnocytose. On peut l'évoquer chez des enfants qui sont nouveau-nés caucasiens d'origine d'Afrique du Nord, qui sont nés à terme ou proches du terme, et qui présentent dans le premier mois de vie une hyperbilirubinémie qui va être pathologique, précoce ou sévère, sans autre étiologie retrouvée.
ou qui va être prolongée et persistante après une semaine de vie, ou qui apparaît après une semaine de vie, associée à une anémie souvent sévère et sans autre étiologie retrouvée. On a retrouvé 2 tableaux dans notre cohorte, avec les tableaux, on peut dire, classiques d'une anémie hémolytique avec une hyperbilirubinémie qui nécessite un traitement, et un tableau qui est non classique, puisque non décrit dans la littérature, avec une anémie hémolytique et une hyperbilirubinémie qui ne nécessitera pas de traitement, pas de photothérapie intensive. Le frottis sanguin va rester l'examen clé, et ces enfants vont avoir 1 à 2 transfusions dans le premier mois de vie, puis ensuite tout retourne à la normale. Donc on peut être très rassurant vis-à-vis de ces familles. Et on pourrait proposer des injections de PO pour les enfants qui sont nés à moins de 37 semaines d'aménorrhée après la première transfusion, puisqu'on a vu que c'est ceux qui avaient eu le plus de deuxième transfusion, ou pour les enfants qui sont nés après 38 semaines d'aménorrhée, si on a une décroissance très rapide du taux d'hémoglobine dans les 5 jours après la première transfusion, parce qu'on a vu encore une fois que c'est eux qui vont nécessiter une deuxième transfusion par la suite. Il faudrait commencer relativement tôt les injections de PO, puisqu'il faut 1 à 2 semaines avant que ce soit vraiment efficace et qu'on arrive à produire de nouveaux globules rouges. Le pronostic est très bon. On n'a aucun enfant qui va avoir des séquelles, notamment neurologiques, du fait de l'ictère. Et on s'est posé la question de la susceptibilité familiale et l'intérêt de l'analyse génétique, mais pour l'instant, on était relativement déçus puisqu'on avait récupéré de l'ADN de certains patients qui avaient eu des fratries atteintes de pycnocytose et on n'a pas mis en évidence de gènes particuliers, notamment dans les gènes du groupe d'anémie de globules rouges. Donc pour l'instant, ça reste encore un peu mystérieux. Non, c'est dans l'autre sens. Donc voilà, je voulais remercier toute l'équipe avec qui j'avais travaillé, les parents et les équipes médicales qui m'avaient donné accès à tous les dossiers. Merci beaucoup. Bravo pour votre présentation qui m'a confirmé que je ne connaissais rien à la pycnocytose et j'ai beaucoup appris grâce à vous. Alors, je reste étonné quand même par cette pathologie transitoire qui survient dans une période très très spécifique de la vie d'un individu et de l'absence d'hypothèses physiopathologiques sérieuses. Moi, je pensais que les hématologues savaient tout. Ben non, là, on a encore à progresser. Est-ce que la pycnocytose peut se rencontrer dans d'autres populations, dans d'autres âges, dans d'autres situations qui pourraient nous éclairer un peu sur un mécanisme ? On a retrouvé effectivement déjà de façon physiologique, on peut retrouver des pycnocytes sur les frottis sanguins de nouveau-nés, nés prématurés ou nés à terme, mais inférieurs à 4%. Donc déjà, on se rend compte qu'on peut avoir des pycnocytes dans d'autres situations. Et ça a été retrouvé même dans d'autres anémies hémolytiques ou même sur... on avait retrouvé une étude qui étudiait des personnes ayant eu des AVC, retrouver des pycnocytes. Donc ils se disent qu'il y a un stress qui se passe et qui peut entraîner des pycnocytes, mais à chaque fois, ça fait plein d'hypothèses différentes et on n'arrive pas à rassembler, à tout mettre dans le sac. Il y a un peu une hypothèse qui est en train, on va dire, d'émerger. C'est comme on voit que ces globules rouges sont hyper denses et contractés et que maintenant, ils sont en train de faire des études et qui montrent qu'il y a une protéine au niveau de la membrane qui régule un peu l'état d'hydratation du globule rouge. Il se demande si ce n'est pas un souci à ce niveau-là, au niveau de cette protéine K2. Mais pour l'instant, c'est encore sur les études, ils n'arrivent pas vraiment à le définir. Bravo pour ce travail qui me conforte dans le fait qu'il y a encore beaucoup de connaissances à acquérir dans l'hématologie néonatale. Je dis de temps en temps que souvent les enfants guérissent, mais vous le confirmez. Et vous avez insisté sur le frottis sanguin. Dans tous les topos que je fais sur un certain nombre de pathologies, je pense que le frottis sanguin est un élément clé. Et ce frottis sanguin, il doit être vu par quelqu'un qui a l'habitude de regarder le frottis sanguin des enfants. Enfin, en tout cas, on peut faire beaucoup de diagnostics ou d'erreurs diagnostiques si on n'a pas l'information d'un frottis sanguin et rien de tel que le coup de fil d'un clinicien au biologiste pour vérifier ce qu'il a vu. Et d'autre part, il faut lire les comptes rendus parce que souvent, les anomalies des globules rouges, ils sont mis tout en bas. Les schizocytes, les hématies,
et de temps en temps, on laisse un peu tomber ces informations. Vous avez parlé des groupes sanguins. Chez vos enfants jumeaux, voire triplés, est-ce que, je ne sais pas si vous pourrez répondre bien sûr, mais est-ce que éventuellement le groupe sanguin de l'enfant atteint était différent du groupe sanguin de l'enfant ou des deux enfants non atteints? Il y en avait, pour les jumeaux, oui, ils étaient différents, les groupes sanguins. Mais pour les triplets, il y en avait un qui était. Donc il y avait un malade et 2 sains. Il y en avait 2 qui avaient le même groupe sanguin et les autres non. En fait, avec les groupes de triplets et jumeaux, on s'était dit qu'on allait avoir des informations. Finalement, ils étaient assez. Voilà, c'était raté. Et je rebondis juste sur les frottis sanguins. Sur nos enfants, il y en a 19 qui ont eu un frottis sanguin au moment du diagnostic. Et il n'y en a qu'un seul qui avait, le biologiste qui avait lu le frottis sanguin, avait vu les pycnocytes. Donc ça montre effectivement qu'il faut connaître pour pouvoir mettre en évidence les pycnocytes. C'est souvent confondu avec d'autres... Il faut attirer l'attention du biologiste. Est-ce que tu vois des globules rouges anormaux, des pycnocytes, des schizocytes, il y a aussi... voilà, je pense qu'il faut les sensibiliser. Parfois, le frottis sanguin, il ne va pas forcément passer par les yeux d'un spécialiste. Il va passer dans la machine. Et le frottis sanguin, c'est plus que la numération par la machine, quoi. Bon, écoutez, merci. On termine dans les temps et bravo pour cette session. Merci Anne.